s'écarte. Le plan là. Voilà, ils vont à bas. Ok. Ok. Donc ça va. Non, mais c'est pour applaudir les gens qui... On reçoit l'acclamation du public. Bravo à vous. J'avais lui serrer la main. Voilà, et merci beaucoup. Gaëtan Bernard, au nom du comité martiniquais du tourisme. Bravo et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, bravo à vous. Ouais, non, super content d'arriver en Martinique, d'avoir pu encore jouer avec Malitia là sur le dernier tronçon. C'était bien intense parce qu'ils étaient vraiment pas loin derrière. Mais du coup, c'est super de pouvoir faire de la course au large comme ça et que ça se finisse encore aussi proche. Et je pense que ça a été le cas un peu pour tout le paquet de tête. Donc vraiment super et super content d'avoir pu faire cette belle transat avec Julien. Que la route de montagne, c'est pas facile, mais que ça valait la peine d'être tenté et d'être joué. Je crois que si on n'avait pas pris cette route-là, au vu des différences de vitesse, et nous on les sous-estimait encore, et quand on voit à quelle vitesse ont été les bateaux de tête, on serait loin de la Martinique encore si on n'avait pas pris cette route-là. On serait dans un peloton un peu derrière. Donc c'est notre option qui nous permet d'être là à 6e aujourd'hui, donc zéro regret, mais elle nous a donné du fil à retordre. Non, c'est surtout Julien qui a fait un gros suivi sur la météo, surtout le début de course, et puis avant pour voir quelle voie prendre. Il y avait ces deux options qui étaient très marquées depuis le début, et au moment où nous on l'a prise, c'était encore très favorable à la route ouest. D'ailleurs, je pense que si certains bateaux de tête avaient pris cette route-là, ils auraient potentiellement pu gagner, parce que voilà, nous avec un bateau de plus ancienne génération, moins performant, on arrive très proche du paquet de tête. Donc voilà, c'était la route à prendre. En fait, c'est toujours compliqué de prendre ces routes-là parce que c'est pas du portant, parce que y a plus de transition, c'est du prêt pendant plus longtemps, donc ça fait moins rêver que les glissades sous le soleil, donc qu'on a retrouvé quand même les derniers jours et c'était agréable. Mais ouais, en tout cas, quand on a fait le choix, je crois qu'il y avait 100% de la balance était dans la route directe, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. C'est pas sorti de nulle part et c'était pas pour tenter quelque chose à tout prix, c'était quelque chose de vraiment construit. C'est ce qu'on a cru comprendre, mais... Et en fait, ce qu'on s'est dit ce matin en discutant, c'est que
quelque chose qu'on met pas dans le poids des décisions stratégiques, c'est que quand on fait quelque chose pour se mettre en tête du classement pendant au moins une semaine pendant la course, bah, du coup tous nos proches sont là à l'arrivée, ils ont cru qu'on allait gagner. Du coup peut-être que la prochaine fois on fera la même chose, on se met en tête pendant une semaine. C'est un peu comme les cyclistes qui partent dans l'échappée du jour pour être devant toute la... Non, c'est une boutade parce que c'était pas l'objectif de figurer juste une semaine en tête au classement. Il y avait vraiment... On fait la stratégie avec les performances de notre bateau et que nous dans le sud on n'aurait pas eu ce rendu qu'ont eu des bateaux comme les deux Plancoche, comme d'autres bateaux de dernière génération où il y a un écart de 10% de performance en mieux. Donc, comme je dis, si on était sur la route sud, on serait sur l'eau avec les bateaux de notre génération, entre guillemets. Je pense que si on projette notre route sur l'autre route, on s'est mis 300 000 d'avance avec ce qu'on a fait. Donc pas de regret là. Je pense qu'on a vraiment construit la décision. On s'est laissé le dernier moment de décision, quoi. Donc c'est vrai qu'au moment où on décide, on n'aurait pas été dans une position très favorable pour le sud. Mais heure après heure, enfin plutôt 12 heures après 12 heures, quand on actualise la météo, on voyait que ça faisait que de basculer pour cette option-là, pour nous en tout cas. Et on essayait de faire des perspectives pour les autres. C'est là où on s'est sans doute... on a sous-estimé à quel point ils allaient vite. On savait on leur mettait 10% de plus que nous, c'est peut-être plus. Mais pour nous en tout cas, il y a eu une évidence. Après il a fallu le courage de se dire bon bah là on y va tout seul ou à deux. Moi j'ai plus été surpris qu'on soit si peu dans cette option-là. Et je pense que l'effet des équipes qui jouent la victoire, ils aiment souvent bien rester ensemble, que ça s'explique vers la fin sur la vitesse ou ces choses-là. Donc s'isoler à une semaine de l'arrivée, peut-être que ça viendra, mais c'est pas forcément la logique de tout le monde. Donc, ouais, je pense qu'il y avait de ça, puis il y avait aussi peut-être le choix pour certains bateaux de faire une route un peu plus safe entre guillemets, pour des raisons de qualification encore pour le Vendée, et ça je pense que ça a pesé aussi dans la balance. Après on n'a pas été dans des conditions non plus, on a eu le passage de la dépression qui était ventée, mais le reste les conditions étaient complètement maniables tout le temps et plutôt pas très ventées non plus. Donc, puis il y a un truc à recadrer. Ouais. C'est que au final si on prend le problème dans le bon sens, c'est les autres qui ont misé, c'est pas nous, parce que quand on se retrouve tout seul, alors ça donne l'impression que c'est nous qui avons tenté quelque chose, mais la route la plus courte, c'est celle qu'on a empruntée. Et en bateau, prendre des risques, c'est allonger la route pour arriver plus vite. Donc, à mon sens, c'est eux qui ont pris des risques et qui ont eu raison, puisque ça a très bien marché. Mais nous, on n'a pas fait une route nord, on a fait une route directe. Aucun bon bout. Moi, j'ai jamais réussi trop à y croire. Je voyais des routages où quand on routait les autres de l'autre côté, on avait un certain nombre d'heures d'avance. On se disait, bon, on va en perdre sur notre route forcément, on n'arrivera pas, on a quand même quelques difficultés à passer, donc on va y laisser quelques plumes, mais il y a un petit matelas de 1000 et d'heures. Et puis quand je les ai vus sortir des Canaries en affichant que des pointages à 24 nœuds, je disais ah non, en fait on sous-estime complètement la vitesse à laquelle vont les 3-4 nouveaux bateaux là. Donc ils vont réussir à compenser largement, quoi. Donc on savait qu'on recroiserait dans ces eaux-là. Mais ce qui était au final, je crois qu'on doit être 30 000 derrière Charal à l'entrée de la Martinique, et on était 30 000 derrière Charal au moment où on s'écarte. Donc ça veut dire qu'on n'a rien perdu sur ce paquet-là sur les 7 derniers jours. Donc c'était bien. On avait un souci de chariot de têtière de grand voile un peu depuis le début de la course. On avait de la peine à hooker chaque fois qu'on prenait des riz, etc. Et la pièce elle a fini par casser. Donc on a pris le temps de la changer, de repartir à neuf au sortir de la dépression, parce qu'on n'arrivait plus à hooker sur les riz supérieurs. Donc là on a perdu 2 heures, donc ça fait 40 000. Donc ça faisait mal, mais on n'avait pas le choix. Et puis après, ça tient pas à grand chose, ça peut être des bascules de vent un peu différentes ou pas. On a eu quelques grains aussi qui nous a ralenti. Voilà, ça tient pas à grand chose pour faire encore une meilleure place. Mais voilà, après avec des scies, on gagnerait toutes les courses. Ok, partie près, mais voilà, ça explique aussi la différence. Et c'est vrai que le groupe du Sud est resté toujours vraiment très très rapide, quoi. On pensait qu'il y aurait quelques ralentissements, mais ça n'a pas été le cas non plus. Je crois que Julien, il a facilement le pire, mais... Ouais. Le pire, c'est très facile, effectivement. On a eu un problème de hook d'une voile d'avant là-haut, donc j'ai dû monter dans une petite période derrière un front où on a eu une zone sans vent là. Et on a profité de ce moment-là pour monter là-haut, voir ce que ça faisait. C'était de nuit.
Et c'est pas trop mon truc, c'est pas le truc de Juju non plus. Le mien, donc c'est pour ça Donc que j'ai monté à la lui, courte mais- paille, c'est toujours moi qui perds. Et donc j'ai dû monter de nuit au final pour couper ce qui retenait notre... donc on a sacrifié une drisse là-haut qui était bloquée pour pouvoir affaler cette grande voile de vent et pas attaquer la période de brise avec une voile de vent qu'on savait pas descendre. Mais ouais, les quelques minutes m'ont paru assez longues là-haut. Ouais, le meilleur. Non, le meilleur, je pense qu'il y en a plein. C'est toujours, je trouve, une transat comme ça, c'est toujours une expérience dans sa globalité. Il y a plein de moments chouettes, il y a plein de moments où on s'est marré, où on a pris du plaisir sur l'eau. Et je pense que, ouais, peut-être que le meilleur, c'est, je pense, l'entente qu'on a eu à bord. Et ouais, c'était vraiment super positif. J'ai les mains qui sont quasiment comme ça au départ, donc ça s'améliore pas après 10 jours de mer. Mais oui, ça laisse des marques sur le corps. Juju a quelques, moi, j'ai quelques bleus, quelques bleus. Moi c'est les mains, Justine c'est les bleus. Ouais, c'est des bateaux quand même qui pardonnent pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de confort, pas beaucoup de... Même quand ça va pas si vite que ça reste des bateaux inconfortables qui tapent un peu, qui sont raides. On prend un peu tout dans le corps et c'est vrai que je pense que c'est un des progrès aussi de la nouvelle génération de bateaux, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller plus vite mais en améliorant aussi un peu l'espace de vie à bord et ça va dans le bon sens, je pense. C'est pas juste à cause du bateau, c'est que... Entretien la légende. Merci à Justine et à Julien. Merci beaucoup. Et je vais dire que... On y a cru. Ah oui, non, vous aviez raison. On a cru. Ah, si, c'est cool que vous soyez là. Trop bien, Coco. Oh. Je vais pas venir, mais... Bah oui, très bien.